Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les dimanches je t'apprends à te remettre en forme et atteindre au plus vite tes objectifs tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va s'intéresser, je pense que c'est le premier que je fais dans ce thème-là un petit peu, c'est qu'on va partir d'un sujet de société historique et qui va nous amener sur un problème de nutrition qu'on retrouve énormément dans notre alimentation. Donc voilà, c'est un nouveau format que j'ai envie d'expérimenter. Comme d'habitude, tu peux m'écrire si ça t'a plu. Tu peux toujours évaluer sur 5 étoiles mon podcast si ça t'a plu aussi. Voilà, c'est des choses qui me permettent de savoir si ça te plaît ou pas ces petits épisodes quand je change de format. En fait, aujourd'hui, on va s'attaquer les conséquences de la révolution verte sur ton corps et aussi sur ton alimentation. Ok. Alors, la révolution verte, si tu sais pas ce que c'est, t'inquiète pas, tu vas tout de suite comprendre ce que c'est. Alors, déjà, la révolution verte, c'est quoi ? Alors, la révolution verte, c'est une révolution, si tu veux, qui a permis aux pays les moins avancés, qu'on appelle les pays en voie de développement, je crois, de se nourrir. Ok, ces pays avant 1960, ces pays-là, ils avaient du mal à nourrir leur population, et c'est pour ça qu'après la Révolution verte, ces pays-là, ils ont eu l'accès à la nourriture presque en abondance, et du coup, ils ont pu se nourrir. Voilà, donc c'est quand même une bonne chose à la base. Et ça part de quoi, cette Révolution verte ? Ça part notamment d'une famine au Mexique. Ok, donc le Mexique qui est un pays qui était en voie de développement et dans les années 40 et le Mexique il a subi dans les années 40 comme je l'ai dit une famine et du coup face à cette famine si tu veux le gouvernement mexicain il avait plus le choix et du coup il s'est dit on va miser sur quelque chose pour nourrir la population. Donc jusque là c'est assez logique et donc il se trouve qu'il y avait déjà des blés des céréales de blé qui poussaient au Mexique. C'était quelque chose de très archaïque, ils n'avaient pas un très bon rendement sur leur blé. Et du coup, le gouvernement, il a dit, on va miser sur l'agriculture du blé pour nourrir la population et lutter contre cette famine qui touche le pays. Et du coup, ils n'avaient pas le savoir, pour améliorer le rendement des blés mexicains dans leur pays. Donc, ils ont fait appel à un chercheur agronome allemand que j'ai oublié le nom, mais tu pourras aller sur internet, ça se trouve assez facilement. Et ils ont fait du coup appel à un chercheur agronome allemand assez réputé à l'époque pour améliorer tout simplement le rendement des blés mexicains. Ok ? Et ce chercheur agronome allemand, que je me souviens toujours pas le nom, a mis au point des super blés en fait à très très haut rendement pour du coup améliorer le rendement des blés, sortir le Mexique de la famine et pouvoir nourrir la population. Et du coup, le Mexique a en effet réussi à mettre au point avec ce chercheur agronome allemand, il a réussi à mettre au point des blés à très 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 haut rendement et du coup, il a pu par la même occasion sortir de la famine dans les années 50 et même depuis 1951 il a même pu devenir autosuffisant et même exportateur de blé en 1951. Ok, donc c'était un pays qui était dans les années 40 sous la famine. Et puis en 1951, donc 10 ans plus tard, il devient exportateur de nourriture. Donc tu vois le gap qu'ils ont passé grâce à ces blés mexicains. Et quand il y a du blé, tu te doutes bien. Donc là, on est en 51 et quand il y a du blé, c'est comme dans la vie de tous les jours. Quand il y a de l'argent, il y a des gens qui appliquent pour savoir comment ils ont fait pour avoir de l'argent. Et là, quand il y a du blé, ils avaient énormément de blé à exporter. Et du coup, il y a des gens qui se sont dit comment ils ont fait les Mexicains pour devenir comme ça du jour au lendemain exportateurs de blé. Donc forcément, les pays les plus riches à cette époque-là, c'était les pays occidentaux et asiatiques, comme grosso modo ce qu'on a maintenant, et américains, etc. Donc ces pays-là, qui étaient déjà très développés, se sont dit comment ils ont fait les Mexicains pour devenir comme ça exportateurs de blé. Ils se sont posés sur la question et du coup ils ont découvert ces super blés mexicains qui avaient un rendement
comparable à nulle part par rapport à ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Et du coup, on a fait le choix de rapatrier ces blés mexicains pour pouvoir les produire également dans les pays très industrialisés. Ok ? Et du coup, c'est comme ça que ce super blé est arrivé en Europe, en Occident, puis dans les pays, dans les autres pays très développés qu'on connaît tous. Ok ? Et donc c'est pour ça que dans les années 60, ce qu'on appelle la révolution verte, c'est grosso modo l'émergence, comme je t'ai expliqué au début, de l'abondance de nourriture, notamment par le biais des céréales et par le biais du blé, l'abondance de nourriture sur grosso modo toute la terre. Ok, même s'il y a toujours, je sais, en Afrique, des famines, etc. Mais grosso modo, il y a énormément de populations qui ont vu l'abondance de nourriture émerger. Et c'est ce qu'on appelle la révolution verte. Ok, donc ça c'est pour la partie un peu historique. Du coup, les blés sont arrivés, ces super blés sont arrivés en Europe et nous on a pu cultiver ces super blés pour avoir un rendement qu'on connaît actuellement. Donc pour ceux qui pensaient que peut-être parce que ça je l'entends souvent, sur le problème des blés, parce que c'est un vaste problème, là on va pas en parler, mais le blé c'est un vaste problème. Les blés, on dit non, c'est pas des OGM les blés, c'est n'importe quoi, etc. C'est faux, etc. C'est des trucs qui sont naturels. Non, c'est pas des OGM. Par contre, il y a rien de naturel avec les blés qu'on consomme actuellement, parce que c'est des blés qui sont pas du tout naturels. C'est des blés qu'on appelle rétrocroisés. Ok, je suis pas hyper bon en agronomie, mais bon, on me l'a expliqué. En gros, un rétrocroisement, à la différence d'un OGM, on va modifier vraiment la cellule. Là, on va en fait faire s'accoupler différentes variétés de blé pour avoir gagné des gènes supplémentaires. Je te prends un exemple parce que comme ça, c'est pas forcément très clair. C'est-à-dire que admettons ton blé au Mexique, je crois que la famille c'est arrivé comme ça, c'est qu'en fait il y avait une vague de froid et du coup tous les blés ils étaient gelés et ils sont morts, tu vois. Et à la place d'avoir un blé qui va mourir à cause du froid, on va le faire s'accoupler avec un blé qui va être un peu différent, par exemple un blé qui pourrait pousser, j'en sais rien, en Russie. Alors c'est faux, hein, mais enfin c'est peut-être vrai, mais en tout cas c'est vraiment un exemple. Un blé qui pousserait en Russie, qui aurait déjà ce gène de capacité à résister au froid, on va le faire s'accoupler avec un blé mexicain, et du coup le blé mexicain, tu vois, il va plus avoir ce problème de destruction par le froid parce qu'il va être accouplé avec un autre blé qui aura ce gène de capacité de résistance au froid, tu vois. Donc du coup ça te fait un blé qui est beaucoup plus résistant, donc qui est quasiment increvable, et en plus si tu le mélanges avec d'autres variétés de blé qui sont à haut rendement mais qui seront peut-être plus fragiles, et du coup à chaque fois tu rétrocroises, tu fais s'accoupler des blés qui ont des gènes qui t'intéressent, et du coup ça te permet d'avoir une variété après qui devient beaucoup plus résistante et qui a un meilleur rendement. Et le fait de rétrocroiser, de faire s'accoupler des blés comme ça qui seraient jamais accouplés dans la vie réelle, sauf si on les fait s'accoupler, hein. Un blé mexicain n'a aucune chance de s'accoupler avec un blé russe, hein. Géographiquement c'est impossible, et donc le fait de les forcer à s'accoupler, ça donne des choses qui ne sont pas naturelles et ça donne des problèmes de santé après par la suite, hein, comme l'émergence des maladies cœliaques, hein, donc des intolérances au gluten, etc. J'en ai fait déjà pas mal de podcasts dessus, donc je vais pas revenir dessus sur cet épisode, mais c'est pour ça qu'on a des problèmes de société comme ça. On nous dit que non, mais c'est totalement faux, hein. Pour tous ceux qui sont un peu passionnés de nutrition, c'est une évidence en fait. Donc voilà. Donc voilà. Et donc voilà. Donc ça c'est les conséquences de la révolution verte, et du coup les blés arrivent en Europe. Et ce qui se passe, c'est que on arrive à une modification, donc en 1960, une modification de l'alimentation de l'homme, puisque l'homme en fait, si tu veux, il n'a jamais fait face comme ça à une telle abondance de nutrition en plus calorique, et que depuis en fait cette révolution verte des années 60. Et donc ce qu'on a vu ce qui est apparu plutôt en 1960, c'est une explosion de la consommation de blé. Ok, qui a été en plus poussé par la télévision. Donc on a eu des slogans publicitaires qui nous ont poussé à justement consommer de plus en plus de blé, plus en plus de céréales, notamment avec les céréales le matin qui sont normales, tu vois, le pain, la brioche, les céréales miel pops, etc. Tu vois, toutes ces choses-là ont été poussées par des slogans publicitaires, ont été poussées par la télévision pour forcer le consommateur à consommer ces choses-là. Bon, c'est quelque chose d'assez normal. Et
Et du coup, on a vu apparaître, voilà, un autre mode d'alimentation avec une alimentation hypercalorique, notamment riche en céréales. Ok. Donc, et en plus de ça, voilà, c'est des slogans qui sont assez bien tournés parce qu'on a l'impression que même si tu manges pas, par exemple, ta brioche ou ton céréale le matin, t'as l'impression que tu vas être en manque d'énergie dans la journée, donc tu vas quasiment rien pouvoir faire de la journée si tu manges pas ton bol de céréales le matin. Bon, je caricature, mais c'est à peu près ça, les messages qu'on nous envoie à la télé depuis 1960, hein, et du coup voilà, c'est l'idée qu'on veut faire émettre chez le consommateur, c'est que s'il ne mange pas assez calorique et notamment riche en glucides, riche en céréales le matin et dans la journée d'ailleurs, il va complètement être en manque de force, il va pas arriver à la fin de sa journée, alors que c'est totalement l'inverse qui se passe. Hein. C'est totalement l'inverse qui se passe. La pire chose à faire le matin, c'est justement de se blinder en calories avec des céréales, notamment les céréales du blé qui vont complètement te casser. Voilà, je vais te prendre un exemple, ça sera peut-être plus parlant. Mais c'est quand même la pire chose à faire de prendre des céréales le matin. Je vais t'expliquer ce qui se passe quand tu prends des céréales le matin. Ce qui se passe, c'est que tu prends ton bol de céréales dans ta bouche, tu l'avales, ça tombe dans le tube digestif qui tombe dans l'estomac. L'estomac, c'est un entonnoir, donc c'est-à-dire que les aliments ont besoin d'être mâchés par l'effet mécanique de l'intestin et aussi par l'acide qui a autour de l'intestin, qui arrive dans l'intestin pour dissoudre un petit peu les aliments. Et une fois que les aliments sont assez petits, ils vont pouvoir passer dans l'entonnoir qui est l'intestin et arriver dans l'intestin plutôt. Dans l'estomac qui arrive dans l'intestin. Ok, donc estomac, il broie. L'estomac, c'est un entonnoir, ça fait passer les aliments dans l'intestin. Et dans l'intestin, les glucides, donc les céréales, c'est des glucides, arrivent dans l'intestin. Quand ils arrivent dans l'intestin, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont plus être sous forme de glucides, comme ils ont été broyés juste avant par l'estomac, ils vont arriver sous forme de glucose dans l'intestin, et le glucose va passer dans le sang. C'est une forme de sucre qui est possible de passer dans le sang, donc le glucose va passer dans le sang, ce qui va provoquer une hyperglycémie. Ok, vu qu'il y a trop de sang il y a trop de sucre dans le sang, du coup ça va provoquer une hyperglycémie. Cette hyperglycémie va être compensée avec l'arrivée de l'insuline. J'essaie d'aller lentement parce que sinon je vais perdre des gens. Donc comme il y a trop de sucre dans le sang, l'insuline arrive par le biais du pancréas. C'est le pancréas qui produit l'insuline et pour faire baisser la glycémie. Ok, parce que sinon, s'il y a trop de sucre dans le sang, on appelle ça l'hyperglycémie, et le corps, il aime pas du tout, c'est même très dangereux pour lui, c'est ce que n'arrivent pas à faire les diabétiques, et du coup, il envoie l'insuline pour faire baisser tout ce sucre dans le sang. Et tu vas te demander, et après, grâce à l'arrivée de l'insuline, il y a plus de sucre dans le sang. Et tu vas te demander où va le sucre dans ces cas-là. Ok, et avec l'arrivée de l'insuline dans le sang, ce qui va se passer, c'est que les cellules, l'insuline va ouvrir les cellules pour pouvoir que le sucre arrive dans les cellules. Donc, il y a deux types de cellules qui vont être mises en cause. Il y a les cellules musculaires et les cellules graisseuses. Donc, l'insuline ouvre les portes des cellules musculaires, ouvre les portes des cellules graisseuses et le sucre arrive dans ces cellules musculaires et graisseuses pour stocker l'énergie et éviter qu'il y ait trop de sucre dans le sang. Ok, donc si les cellules musculaires sont pleines, ce qui va faire le corps, c'est stocker dans les cellules graisseuses, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on prend du poids. Ok, c'est vraiment ça c'est vraiment le truc assez basique qui permet de comprendre le trajet du sucre dans le sang et qui comprend pourquoi on prend du poids. Parce que quand les cellules musculaires, c'est pour ça qu'on dit que le sport c'est bon aussi, parce que ça va vider le sucre dans les muscles. Et du coup, quand tu vas manger derrière, ton corps va en priorité stocker dans les cellules musculaires, ce qui n'est pas du tout grave, et après stocker dans les cellules graisseuses. Mais si tu fais pas de sport, en fait, tes cellules musculaires auront toujours du sucre, donc ça va stocker en priorité dans les cellules graisseuses, et du coup, tu vas prendre du poids direct. Alors que les sportifs, c'est quand même plus compliqué de prendre du poids.
Donc ça, c'est l'effet positif, c'est de stocker de l'énergie, hein, ce qui est plutôt bien, hein, le corps est bien foutu. Par contre, l'effet négatif, c'est que ça fatigue extrêmement vite ton corps, parce que ton corps, comme j'ai dit, n'est pas habitué à la consommation excessive de céréales, de sucre, hein, mais on va schématiser en parlant des céréales. Et du coup, ça fatigue ton corps parce que ton corps, il n'est pas fait pour avoir des quantités astronomiques de sucre qui viennent dans le sang. Et donc il n'est pas fait pour stocker autant de ressources dans les cellules graisseuses, et du coup ça va fatiguer ton corps. C'est pour ça que si tu prends un petit déjeuner, admettons à 8h, et bah à 11h, tu vas être fatigué, tu vas avoir du mal à te concentrer, etc. Parce que il y aura l'arrivée de l'insuline pour te sauver la vie, hein, et pour stocker l'énergie, l'insuline arrive. Sauf que c'est une hormone qui est ultra puissante, et du coup, quand il y en a trop qui est libéré, et l'effet négatif, ça va être que ça va te pomper ton énergie totalement. Et tant que l'insuline sera toujours présente dans ton sang, du coup, ton corps va être fatigué. Donc c'est pour ça qu'il faudra un certain temps pour que l'insuline parte de ton sang et puisse vraiment, puisque ton corps avoir la sensation d'être normal en fait. Donc c'est pour ça qu'à 11h, voilà, t'es cassé, tu comprends pas pourquoi, t'es fatigué, t'as du mal à te concentrer, et du coup en plus dans ces cas-là même t'as envie de sucre pour faire remonter l'insuline, hein. Donc c'est un cercle un peu vicieux. Voilà, donc j'espère que je suis clair. Et ça c'est l'effet donc à court terme. À moyen terme, ce qui va se passer, c'est que donc à court terme t'es fatigué, t'as du mal à te concentrer. 1h, 2h, 3h plus tard dans certains cas. Et à moyen terme, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre du poids, hein, si tu multiplies comme ça par exemple le céréal le matin, le céréal à midi, les céréales le soir, etc. À moyen terme, tu vas stocker de l'énergie, donc tu vas grossir. Et à long terme, ce qui va se passer, c'est que comme tu vas produire énormément d'insuline à chaque fois que tu vas faire des bombes de sucre comme ça, c'est pas du sucre blanc, hein, c'est des glucides, mais ça reste des bombes de sucre. Et du coup, à long terme, ce qui va se passer, c'est que tu vas arriver dans un état prédiabétique. C'est le corps va être de plus en plus résistant à l'insuline, donc il va plus pouvoir justement stocker l'énergie grâce à l'insuline. Et dans un deuxième temps, c'est qu'il va plus du tout pouvoir créer d'insuline, et c'est ce qu'on appelle le diabète de type 2. Donc là, c'est encore moins drôle, hein, c'est des traitements à vie pour pouvoir réguler le taux de sucre dans le sang. Donc voilà ce qui se passe, voilà un petit peu l'état des lieux depuis la Révolution verte en 1960, l'explosion justement du coup de l'abondance de nourriture, notamment en céréales, a fait que on mange énormément de céréales tout au long de la journée, ce qui va avoir des impacts sur l'insuline qui permet de stocker. Donc déjà les gens vont stocker, vont être plus gros que la norme, hein, c'est ce qu'on observe d'ailleurs à l'heure actuelle. Et dans un deuxième temps, l'explosion aussi de maladies cancéreuses, diabétiques, etc. Et en plus de ça, ton corps, quand il stocke, la pire chose, c'est que au début, il va stocker un petit peu dans des endroits un petit peu qu'on appelle des zones primaires de stockage, donc comme la culotte de cheval, comme les fesses, etc., les cuisses, voilà, des choses comme ça. Et après, il va le stocker autour des organes, hein. Quand il va plus avoir de place dans les zones primaires de stockage, il va le stocker autour des organes. Et là, c'est la merde, concrètement, parce que du coup, il y aura du gras qui va se localiser autour des organes. Et ce gras localisé autour des organes va empoisonner un petit peu le fonctionnement des organes. Et c'est comme ça qu'on arrive sur des problèmes au niveau des organes. Ok ? Donc, quand je dis problème, c'est cancer, etc. Donc là ça devient tout de suite beaucoup plus grave. Donc voilà ce qui se passe depuis, comme je t'ai dit, la révolution verte et l'abondance de céréales dans l'alimentation moderne. Et là, tu vas te demander comment on évite ça, comment on évite le fait justement d'avoir comme je t'ai dit, des hyperglycémies, des coups de fatigue et à long terme des problèmes beaucoup plus graves. Comment on fait ça? Comment on évite ça? Et tout simplement, on doit faire attention à l'index glycémique. Ok, l'index glycémique, si tu sais pas ce que c'est un index, c'est une note qu'on donne aux aliments, aux glucides en l'occurrence, c'est une note qu'on donne aux glucides pour arriver à catégoriser les glucides. Ok, c'est en gros,
donc c'est une note de 1 à 100, même si on peut dépasser 100 sur certains cas. C'est une note de 1 à 100 en fonction du glucide. Et on le dit, ok, ce glucide-là, quand tu vas le manger, il va faire énormément monter la glycémie. Ce glucide-là, quand tu vas le manger, il va pas produire beaucoup d'insuline, donc il est plutôt sain comme glucide. Ok, donc il y a 4 catégories d'aliments, donc ils sont de 1 à 100, mais en gros en dessous de 20 ou 25, je sais plus, c'est des ou même 30, c'est des indices glycémiques faibles. Ok, ça va être par exemple les légumes. Les indices glycémiques moyens, ça va être les fruits et certaines céréales, comme par exemple l'avoine. Voilà. C'est pas le seul, mais voilà, par exemple l'avoine, qui est un céréal, mais qui est un céréal avec un index glycémique modéré, donc ça va être plutôt ok, tu vas pouvoir en manger quand même pas mal, mais si on prend juste le facteur santé, en tout cas, le facteur prise de poids et insuline, mais voilà, si t'en manges trop, ça va être néfaste, mais si tu fais attention, ça va être bon. Comme les fruits, si tu te gaves de bananes, tu vas prendre du poids, mais si tu prends 1 ou 2 bananes, ça va, en fonction de ta corpulence, ça va pas, tu vois, ça va pas te tuer. Les index glycémiques à éviter, c'est des index glycémiques élevés et très élevés. Élevés, ça va être tout ce qui est céréales raffinées, donc céréales où on a en plus encore plus raffiné la production pour les rendre ton corps va pouvoir très très facilement les assimiler. Ok, donc c'est comme le pain blanc, la brioche, les biscottes, les céréales qu'on te donne au petit déjeuner, hein, les Miel Pops, les Golden Grahams, c'est tous ces trucs-là. Et les indices glycémiques très élevés, c'est le sucre blanc, hein, donc c'est le sucre de table qu'on rajoute dans les gâteaux. Le sucre de placard plutôt, parce que c'est rare d'avoir du sucre sur la table, mais du sucre que t'as dans tes placards de cuisine pour faire les gâteaux, ça c'est le sucre qui est très élevé. Les sucres raffinés, comme les trucs sirop de glucose, fructose, etc. Qu'on trouve dans les repas industrialisés. Voilà, donc ça c'est élevé et très élevé, c'est à éviter parce que c'est vraiment, tu en manges, boum, si tu en manges un tout petit peu, ça va encore passer, mais si tu en manges un tout petit peu plus, tu vas avoir une bombe de sucre qui va arriver dans ton sang et du coup, à terme, ça va te poser les problèmes que je t'ai montré, stockage de graisse, pré-glycémie, pré-diabète, diabète, etc. Et et tout ce qui s'ensuit, cancer, etc. Donc ça, faut faire très attention avec le sucre de table, les céréales, etc. Qui sont raffinés. Donc voilà, c'est pour ça, avant on l'appelait glucide simple, glucide complexe. Maintenant, on l'appelle tout simplement index glycémique, mais c'est à peu près le même terme. Ok, c'est juste que index glycémique c'est beaucoup plus précis que glucide simple et complexe. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a complètement remplacé. Tu le trouveras plus ce terme dans les bouquins, glucide simple, complexe, dans les bouquins un petit peu sérieux et surtout mis à jour. Et maintenant, ça a été remplacé par index glycémique. Si tu veux savoir, par exemple, donc il faut privilégier, comme je te dis, les indices glycémiques faibles et modérés. Si tu veux savoir les indices glycémiques des aliments que tu consommes, tu as un site qui est plutôt bien fait. Alors c'est une pub pour un régime. Alors moi c'est un régime qui est assez mauvais, mais le site est quand même bien fait. Donc le site de Montignac, qui est, quand je répète, un régime, je suis pas du tout, c'est un régime que je conseille pas. Par contre leur site est bien fait et sur leur site il y a une liste d'ingrédients en fonction de l'index glycémique et c'est très facile de rechercher un aliment et du coup tu regardes l'index glycémique de l'aliment en question. Si tu veux chercher l'index glycémique de la patate douce par exemple, tu peux taper patate douce sur leur site et il te dit l'index glycémique. Et si l'index glycémique est trop élevé, tu essayes de le limiter ou même de le supprimer de ton alimentation. Ok ? Donc voilà, donc on en a fini pour les conséquences de la révolution verte sur ton corps avec l'émergence de maladies et je t'ai appris aussi à éviter d'avoir ces problèmes de société grâce à l'index glycémique. Voilà. Donc maintenant, si t'es un petit peu perdu, que je t'ai complètement chamboulé ton petit déjeuner, ton repas, etc. Ce que je te propose, c'est de télécharger un e-book de recettes
pour le petit déjeuner, voilà, c'est l'équipe Sport Santé Nutrition qui l'a fait. Et du coup, voilà, c'est quelques petites recettes. Je crois qu'il y en a 7 ou 8. Pour le petit déjeuner, donc il y a des recettes qui sont un peu à faire juste de temps en temps parce qu'elles sont quand même assez caloriques, donc plus pour te faire plaisir, et d'autres recettes qui vont être plus pour la vie de tous les jours, etc., pour cuisiner de façon saine, sans trop se prendre la tête et surtout très rapidement. Ok, donc ça c'est dans la description, tu as un lien pour télécharger cet e-book de recettes gratuitement. Voilà, donc voilà, j'espère que cet petit épisode sociétal, historique et santé nutrition t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles et en mettant un petit commentaire, un petit avis pour savoir qu'est-ce que tu penses de l'émission et qu'est-ce que tu penses de ce nouveau format de podcast. Et on se retrouve dimanche prochain à midi, comme tous les dimanches à midi, pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Allez, ciao les sportifs!